Je pense que j'ai appris à penser contre moi-même parce que c'est ça aussi qu'on apprend quand on voyage. On l'apprend soit parce qu'on le veut, soit parce que ça s'impose à nous. C'est à la découverte de cultures différentes, de milieux différents. Et en fait, il n'y a rien de plus important pour grandir personnellement et faire grandir les autres avec qui on travaille que d'aller penser contre soi-même, c'est-à-dire sortir de son horizon qui est souvent par définition trop restreint. C'est immoral que de dire et de demander aux autres, je pense notamment à l'Asie ou à d'autres pays, l'Amérique latine, l'Afrique, de ne pas voyager. C'est pas possible, nous l'avons fait et ça nous a construit, nous, à la fois en tant que civilisation, mais aussi en tant que système économique. Donc c'est pas possible aujourd'hui de demander à d'autres de ne pas faire ce que nous avons fait. Mais regardez, aujourd'hui, on se parle, on est le lendemain d'un accord à la COP28. Pensez un seul instant qu'on va résoudre les questions liées au réchauffement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à la perte de ressources, sans que précisément les décideurs, mais aussi tous ceux qui font la transition écologique ne voyagent pas pour se rencontrer, pour parler, pour se mettre autour de la table, c'est impensable. Impensable. Par définition, les émissions de CO2, elles ne connaissent pas les frontières et donc elles doivent se régler collectivement. C'est un exemple de la nécessité de continuer à voyager. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphné. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque nous ne vous parlons pas depuis notre boardroom à Sentier. Non, aujourd'hui nous avons fait le voyage jusqu'à Issy-les-Moulineaux, dans la tour Sequana de chez Accor. Et qui de mieux justement pour nous parler du voyage de demain que Brune Poisson. Bonjour Brune. Bonjour à vous. Bienvenue et merci de nous accueillir chez Accor. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons nous tourner vers l'avenir et nous pencher sur le secteur qu'Accor incarne si bien, celui de l'hôtellerie et plus largement celui du voyage. Pour cela, je suis accompagnée de Paul. Salut Paul. Bonjour à tous. Paul, tu es partenaire chez Daphné et les auditeurs vont commencer un peu à le connaître maintenant. Pour commencer, Brune, est-ce que tu peux retracer brièvement ton parcours jusqu'à ce que tu arrives ici chez Accor comme Chief Sustainable Officer depuis 2 ans ? Je crois que mon parcours, il pourrait déjà se résumer en un mot, c'est le mot voyage. Pourquoi ? Parce que je suis née à l'étranger, mais j'ai surtout grandi dans une zone rurale et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience en fait dès l'enfance des enjeux environnementaux. Et puis ensuite, je suis allée étudier dans un pays anglo-saxon, à Londres. J'ai travaillé là pour un think tank. Et puis ensuite, j'ai travaillé en Inde pendant environ 6 ans, au cabinet du Premier ministre indien, à l'Agence française de développement, pour Veolia, sur des projets liés à la protection de la biodiversité, mais aussi au transport durable ou à l'accès à l'eau de bonne qualité pour tous. Et puis ensuite, je suis allée aux États-Unis, où j'ai à nouveau repris mes études, travaillé dans un incubateur de start-up, eu un enfant et surtout construit un projet politique que j'ai pu pleinement mettre en œuvre, pas toute seule évidemment, mais avec Emmanuel Macron en 2017. Je me suis engagée en politique, j'ai été membre du gouvernement sur les sujets liés à l'écologie et je suis revenue, si je puis dire, à mes premières amours avec Accor, que j'ai rejoint il y a près de 2 ans maintenant, en tant que Chief Sustainability Officer ou directrice du développement durable, comme on dit aujourd'hui. Okay. Et ce que vous ne savez pas, mesdames et messieurs les auditeurs, c'est que la vue est absolument sublime depuis la pièce où on parle et qu'on pourrait se dire qu'on est presque déjà au-dessus de la Terre. En fait, on est déjà en train de voyager juste en regardant l'horizon. Et qu'est-ce que tu retires de toutes ces années qu'est-ce qu'elles t'ont appris et à quoi elles te servent aujourd'hui chez Accor ? Ah, mais elles sont toutes absolument essentielles. Elles me construisent évidemment dans mon quotidien. Je pense que la première chose, elles m'ont appris quelque part à... Alors évidemment, on croit toujours qu'on a une capacité d'écoute qui est plus grande que ce qu'elle est réellement, mais malgré tout, je pense que j'ai appris à penser contre moi-même parce que c'est ça aussi qu'on apprend quand on voyage. On l'apprend soit parce qu'on le veut, soit parce que ça s'impose à nous. C'est à la découverte de cultures différentes, de milieux différents. Et en fait, il n'y a rien de plus important pour grandir personnellement et faire grandir les autres avec qui on travaille que d'aller penser contre soi-même, c'est-à-dire sortir de son horizon qui est souvent par définition trop restreint. Donc si on rentre directement dans le vif du sujet, du coup, parce que c'est une super transition, pour parler du voyage de demain.
où, comme tu le dis, le voyage, c'est la découverte des autres, et donc aussi, c'est de se remettre en question nos connaissances, ce dont on croit, au contact des autres, d'autres cultures. Et donc ça, on parle beaucoup, nous, dans le métier de ESG, donc ce serait la partie sociale. Mais il y a aujourd'hui toutes les questions sur le E, donc l'environnement, et le voyage, l'industrie du voyage, travel and leisure, est une industrie qui est assez polluante aujourd'hui. On nous dit de ne plus prendre l'avion. Jean Covici propose même de limiter Un passeport carbone. un passeport carbone. Enfin, il y a tous ces enjeux-là qui sont en train de se dire, OK, en fait, il faut qu'on arrête de voyager. Mais si on arrête de voyager, on se referme sur soi et on va avoir tous les enjeux qu'on voit aussi aujourd'hui de monter des extrêmes et de se recentrer sur soi-même. Comment tu vois, toi, cette dichotomie entre l'environnement, le social, et comment allier tous ces sujets? Je pense que la première chose d'abord, c'est qu'on ne peut pas dire décemment, quand on est une personne occidentale comme nous, ici autour de la table, c'est immoral que de dire et de demander aux autres, je pense notamment à l'Asie ou à d'autres pays, l'Amérique latine, l'Afrique, de ne pas voyager. C'est pas possible, nous l'avons fait et ça nous a construit, nous, à la fois en tant que civilisation, mais aussi en tant que système économique. Donc c'est pas possible aujourd'hui de demander à d'autres de ne pas faire ce que nous avons fait. Donc maintenant, ça pose la question des technologies. Est-ce qu'on va suffisamment vite et quelles sont les solutions pour qu'on puisse voyager différemment? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'enjeu. Donc je pense que là, il faut travailler sur deux choses. Évidemment, accélérer considérablement la recherche et l'innovation sur de nouvelles façons de voyager quand il s'agit de prendre l'avion. Et ensuite, changer aussi en profondeur les comportements. Voyager moins loin, plus longtemps. Parfois en famille, savoir allier, et c'est d'ailleurs toute la force d'Accor de proposer ça, d'allier à la fois une partie voyage et une partie voyage d'affaires, donc voyage de plaisir et voyage d'affaires. Bref, faire évoluer les comportements et aussi embrasser plusieurs modes de transport qui sont différents. Nous, évidemment, chez Accor, on s'y attelle, mais je pense que plus largement, dans les sociétés occidentales, il commence à y avoir cette prise de conscience-là. Mais regardez, aujourd'hui, on se parle, on est le lendemain d'un accord à la COP28. Pensez un seul instant qu'on va résoudre les questions liées au réchauffement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à la perte de ressources, sans que précisément les décideurs, mais aussi tous ceux qui font la transition écologique ne voyagent pas pour se rencontrer, pour parler, pour se mettre autour de la table, c'est impensable. Impensable. Par définition, les émissions de CO2, elles ne connaissent pas les frontières et donc elles doivent se régler collectivement. C'est un exemple de la nécessité de continuer à voyager. Et donc, c'est continuer à consommer, mais consommer différemment, si je résume. Continuer à voyager en essayant de faire en sorte que ça n'implique pas une consommation qui est, et il faut quand même regarder les choses en face, détrimentale aujourd'hui pour l'environnement et pour l'environnement, le réchauffement climatique, la biodiversité. Mais encore une fois, je crois qu'il y a un an qu'on oublie aussi souvent dans la transition écologique, et c'est pour ça qu'en France, on a eu un mouvement de colère contre certaines mesures environnementales, et je pense que quand on travaille sur les questions environnementales, on est encore un peu aveugle à cette question-là, c'est la question sociale. Et le voyage, le tourisme, certes, est un facteur important, quand c'est mal fait, de dégradation des écosystèmes, mais c'est aussi une solution pour sortir et éradiquer la pauvreté dans beaucoup de pays. Par certains aspects, elle le renforce, mais par d'autres aussi, c'est un ascenseur social. Quand les gens viennent travailler dans les hôtels, ça peut changer leur vie parce qu'on leur propose, on leur offre un avenir. Et quand vous regardez, il y a des pays dont 70% du PIB est dépendant directement du voyage et du tourisme. Et donc là, vous voyez combien la question du développement, de la sortie de la pauvreté et la question du tourisme sont étroitement liées. Et en plus, ces pays qui sont du coup directement impactés par le tourisme sont obligés de garder leurs écosystèmes et leur biodiversité et se poser les questions de l'environnement, parce que par exemple, si on prend la question des Seychelles ou du tourisme où les gens viennent voir, c'est pas du voyage culturel, mais du voyage pour voir des paysages et tout ça, ils ont besoin du coup, pour garder ce 70% de PIB, de protéger leur écosystème. Absolument.
Et c'est là où je pense qu'il y a une prise de conscience qui était plus que salutaire, qui a eu lieu dans le secteur du voyage et du tourisme. Globalement, vous savez, quand vous êtes dans l'industrie du tourisme, ce que vous vendez, c'est une vue, c'est un paysage. Et donc, quelque part, c'est le comble du comble de la marchandisation de la nature. Mais ça peut aussi être dans le bon sens. C'est que, exactement comme tu dis, puisque c'est ça qui est le cœur et la motivation et le fait que les gens voyagent pour cette raison, pour avoir accès à une vue extraordinaire, à une plage unique, et bien du coup, ça doit devenir aussi les premiers promoteurs et les premiers préservateurs ça se dit préservateur, je sais pas, les premiers protecteurs en tout cas de cet écosystème. Et c'est vraiment, nous chez Accor, c'est ce qu'on s'attache à faire. On est en train de rentrer vraiment dans une logique de contribution où on veut travailler, et c'est ce qu'on fait, main dans la main avec des municipalités, avec des ONG, avec nos clients, pour s'assurer qu'on préserve l'environnement. Pour vous donner un exemple très concret, qui pourtant a un impact important, qui est la suppression du plastique à usage unique. Beaucoup nous disent c'est très facile d'avoir fait ça. La réalité, c'est que c'est extrêmement difficile sur plein de sujets différents, mais c'est aussi que, en fait, c'est absolument vital, parce que dans beaucoup de pays dans lesquels on opère, il n'y a pas de système de gestion des déchets. Donc, vous travaillez main dans la main avec les autorités pour les pousser, pour qu'elles mettent en place, faire du lobbying positif pour qu'elles mettent en place des systèmes de gestion des déchets qui soient efficaces. Mais dans un premier temps, vous réduisez au maximum vos déchets. Et là, je vous parle du plastique à usage unique, mais il y a évidemment tout le gaspillage alimentaire et puis plus largement l'économie circulaire au sein des hôtels. Comment est-ce qu'on réutilise, réemploie, prolonge la durée de vie de chacun des objets d'ameublement, par exemple, dans nos hôtels. Et quand tu arrives chez Accor, donc il y a un peu plus de 2 ans, comment tu arrives sur le sujet? Enfin, il y avait déjà plein de choses mises en place, évidemment, mais comment tu arrives à faire en sorte que ces sujets deviennent stratégiques pour le groupe et pour les investisseurs, et pour toutes les parties prenantes, que ce soit les personnes qui travaillent dans l'hôtel, mais jusqu'aux investisseurs? Et de façon un peu plus globale, comment tu le vois comment on peut arriver à faire en sorte que ces questions soient stratégiques pour toutes les entreprises dans le monde? Je pense que la première chose qui compte, qui est essentielle, c'est un soutien et une vision forte de la part du PDG de l'entreprise. Croire qu'une entreprise, elle est aveugle et elle n'est pas profondément influencée par la vision de son PDG, c'est juste vivre sur une autre planète. Et donc ça, c'est quand même la question qui est essentielle. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Accor, c'est parce que c'était profondément ancré dans la vision du PDG. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut changer certaines pratiques. Et notamment, c'est-à-dire mettre en place toute une série de cliquets au sein de l'entreprise qui fait qu'on ne peut plus reculer. Par exemple, mettre en place des bonus qui soient liés, et de façon significative, pas à la marge, mais liés à la performance environnementale. Par exemple aussi, transformer les façons de travailler pour passer beaucoup plus en mode projet. Par exemple aussi, avoir un exercice de sincérisation des données, c'est-à-dire se dire où est-ce qu'on en est pour de vrai. Et je vais oser communiquer ma performance, même si elle n'est pas à la hauteur de ce que moi-même je pensais qu'elle était. Et donc, faire cet exercice-là, c'est un changement profond de mentalité au sein de l'entreprise. Et ce changement de mentalité-là, il doit s'appuyer sur une méthodologie qui est différente, poussée par des bonus et soutenue par une vision forte. Super clair. Et tu as réussi à embarquer tous les collaborateurs comme voulu, comme souhaité? D'abord, je pense qu'il faut être un peu humble. Il y en a beaucoup qui l'avaient vraiment très profondément ancré en eux. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle on a un collectif d'employés qui est puissant, qui sait organiser, qui pousse en interne, qui met la pression sur moi et sur d'autres dans le groupe pour qu'on aille encore plus loin. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième aussi, c'est que c'est une source de fierté qui est quand même très forte. Et que si on ne le présente pas nécessairement toujours je pense qu'il faut 2 choses. Je pense qu'il faut des objectifs monde. C'est-à-dire qu'il faut rehausser le niveau d'ambition et la transformation des opérations à l'échelle du monde sur toute une série de grands sujets. Le carbone, le gaspillage, le nombre des déchets qui est produit, la labellisation de nos pratiques. Toutes ces grandes transformations, elles doivent être systémiques, elles doivent être faites à l'échelle du groupe et elles permettent de travailler et de se reposer la question du business model. Et ensuite, évidemment, il faut laisser une marge de manœuvre dans les régions
dans les business units pour qu'elles puissent innover. Et c'est là, en fait, que les employés s'emparent de cette question-là. Pour vous donner un exemple très concret, il y a une région, par exemple au Moyen-Orient, on a voulu travailler sur transformer un peu beaucoup l'alimentation dans les hôtels. Et au début, tout le monde me disait mais non, c'est pas possible, on peut pas réduire la part carnée dans les hôtels. Il y a des questions culturelles où il faut des buffets qui soient débordants, etc. Et en fait, en laissant la main aux chefs, en faisant un outil de fierté potentielle, ils ont transformé leur menu, mesuré l'impact carbone de chacun des aliments qu'ils proposaient et transformé aussi leur façon de travailler. Et ont permis significativement baissé, parfois de 20%, le gaspillage alimentaire. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment un système de vase communicant et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le fait chez nous. Et du coup, si on revient un peu à notre vision du voyage du futur, l'hôtel du futur, pour toi, dans 5 ans, dans 10 ans, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il ressemble à celui qu'on a déjà aujourd'hui? Est-ce que c'est la même expérience utilisateur, mis à part que les buffets sont moins garnis? Je pense que l'hôtel du futur, c'est un hôtel dans lequel dormir, c'est-à-dire avoir un lit, est totalement marginal dans l'expérience. En fait, pour moi, l'hôtel du futur, c'est un hôtel qui est profondément intégré dans sa communauté. Parce que quand vous y pensez, l'hôtel, c'est quelque part le symbole du gaspillage. Parce que ce sont des grands bâtiments, souvent, avec des grands lobbies qui sont très chauffés ou très refroidis. Alors évidemment, on travaille sur la température dans les hôtels, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on maximise l'utilisation de ces espaces. Et donc, comment est-ce qu'on fait de nos lobbies des endroits qui peuvent accueillir d'autres commerces, et des commerces aussi de type différent, qui n'auraient pas forcément la possibilité d'exister s'ils ne pouvaient pas venir dans les lobbies. Et donc, ça attire aussi de la population du quartier dans les hôtels, les transformer en lieu de vie. J'ai l'habitude de dire, il y a le premier lieu qui est la maison, le second lieu qui est le travail, et il y a le tiers lieu qui peut être et qui doit être l'hôtel, où ce soit vraiment une plateforme ou de services nouveaux. Pourquoi pas envisager aussi, au-delà du fait que certains pourraient venir y travailler, c'est ce qu'a fait notamment Accor au sortir du Covid et le fait encore, mais par exemple accueillir des crèches, accueillir des écoles, accueillir des pensionnats, accueillir des services publics. Je ne dis pas que ce sera le cas pour tous les hôtels, mais ça peut aussi être un exemple. Et quand on regarde, en fait, finalement, chaque pièce, chaque lieu de l'hôtel, et c'est ça la magie de l'hôtel, c'est qu'en fait, c'est une petite ville, c'est un village, un hôtel. Et donc, on peut agir de façon très significative sur l'ensemble des postes du quotidien de la vie des citoyens. Et est-ce que tu penses que l'hôtel de demain sera beaucoup plus digitalisé? Il y a pas mal, l'essor de l'IA est assez important. Et comment est-ce que ça sera conjugué au fait que c'est quand même une industrie qui est basée sur l'humain et le contact entre personnes? Je pense que ce sera plus que jamais, l'humain est au cœur de l'hôtellerie. Et en tout cas, il doit le rester. Et évidemment, c'est très tentant parfois de se dire qu'on va mettre un ordinateur à la place de quelqu'un la nuit pour le check-in, pour des choses comme ça. La réalité, c'est que je pense qu'il faut lutter contre ça. Parce que c'est une des propositions majeures de l'hôtellerie et parce que je ne suis pas sûre que ce soit ce que les consommateurs, ce que les clients, ce que les guests veulent. Et pour revenir sur la question initiale, je pense qu'on ne fera pas la transition écologique sans la transition digitale et qu'en fait, les deux vont main dans la main. Et c'est justement là aussi où on aura besoin de l'humain, c'est pour guider les outils digitaux. Ils seront aussi guidés, évidemment, les humains par le digital, mais pour améliorer la mesure de la performance. Et justement, un hôtel, c'est particulièrement difficile à gérer d'un point de vue environnemental quand on y pense. Où est-ce qu'on met, par exemple, quelle chambre on ouvre, quelle chambre on ferme, en fonction des fluctuations de la météo, etc. Ça peut avoir un impact majeur sur le bâtiment et sa consommation d'énergie. Et là, évidemment, on a besoin d'être aidé par les nouvelles technologies. Ça se développe et en tout cas, l'hôtel sera, oui, plus digitalisé, mais du coup aussi bien plus respectueux de l'environnement. Et si on sort de l'hôtel et qu'on fait vraiment l'expérience du voyage, parce que Accor travaille aussi sur toute l'expérience du voyage, et qu'on se met cette fois pas du point de vue de l'hôtel où on peut faire rentrer les communautés locales dans ces lieux, et faire de ces lieux des lieux de vie, mais du côté du voyageur, est-ce que son expérience va changer? J'espère. Et il le faut. Et comment?
Et comment? Eh bien justement parce qu'il va rentrer dans un lieu de vie et au lieu de rentrer dans un endroit qui est standardisé et finalement, c'est peut-être ce qui était recherché dans certaines années, à une certaine époque parce que et d'ailleurs c'était la grande époque de la multinationale où par définition, elle était la même dans plusieurs nations. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer au multilocal et en fait, pénétrer dans un hôtel, c'est pénétrer dans la culture d'un pays, mais aussi potentiellement d'une ville et encore plus précisément d'un quartier. Et c'est ça que l'hôtel devra incarner et doit incarner. On en voit déjà les prémices dans beaucoup d'hôtels du groupe, mais c'est ça qu'il faut considérablement accélérer. Donc là où Accor s'est construit sur la standardisation, il faut changer ce paradigme, l'inverser, pour ramener la... Déstandardiser. Et tout l'enjeu, ça va être évidemment de déstandardiser tout en gardant le même niveau de service, à commencer par exemple par l'hygiène et par un certain standing en fonction des segments. Non, j'ai perdu mon idée. Paf, on garde l'hygiène, on garde tous les services obligatoires. Oui, on garde, et ça va être toute la difficulté et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on garde ce qui faisait et ce qui a fait, ce qui a permis et ce qui a donné envie aussi de cette standardisation, c'est-à-dire un niveau d'hygiène, un niveau de service, un niveau de qualité qui soit commun à tous les hôtels, tout en aussi faisant une part beaucoup plus belle aux questions locales. Et comment faire ça sans augmenter les coûts de transaction, sans accroître aussi trop fortement les coûts? Eh bien, je pense que c'est possible en diversifiant et en maximisant justement l'utilisation du bâtiment et l'utilisation de l'hôtel en lui-même. Et tu parlais de changer aussi les moyens de transport, enfin la consommation des transports. T'as des pistes là-dessus? Alors évidemment, ça n'appartient pas qu'au groupe Accor, puisque c'est quand même beaucoup des questions de politique publique, parce que les transports publics, ils sont décidés par l'État, par l'Europe, quand on parle de l'Europe, mais je pense par exemple au développement du train, du transport de nuit. Je pense aussi à des façons différentes de prendre l'avion. Encore une fois, se poser la question quand on a la chance de pouvoir le faire, est-ce que je prends l'avion ou pas? Et surtout, comment est-ce que je fais en sorte d'avoir un trajet, si jamais je suis obligée de prendre l'avion, qui minimise l'impact environnemental. Par exemple, éviter de prendre plusieurs trajets courts, parce qu'on sait que c'est quand l'avion décolle et atterrit qu'il y a beaucoup une consommation particulièrement importante de kérosène et d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis par ailleurs aussi, donner envie. Et c'est là le rôle de l'hôtel, c'est là aussi surprendre quelque part le guest qui vient dans l'hôtel en lui offrant ce qu'on peut appeler ça du modalité de transport qui soit multimodale, c'est-à-dire à la fois si on est en ville, c'est beaucoup plus facile en ville, mais à la fois du vélo, potentiellement de la trottinette, puis après un tram, un bus, et comment en fait l'ensemble du parc hôtelier s'inscrit dans cette transformation-là et permet de l'accélérer aussi. Et pour vous donner un exemple de maximisation des actifs et de transformation aussi de l'hôtel, certains des parkings d'hôtels, on les mutualise avec des municipalités ou avec d'autres entreprises parce qu'ils ne sont pas utilisés forcément aux mêmes heures de la journée. Et souvent, évidemment, les parkings d'hôtels ils sont vides la journée. Et donc, il s'agit là d'en maximiser l'utilisation et donc d'éviter l'artificialisation des sols. Et en parlant d'éviter l'artificialisation des sols au maximum, chez nous, il y a une politique très consciente de favoriser et développer la conversion, c'est-à-dire construire des hôtels sur des bâtiments qui existent déjà, plutôt que de construire des hôtels sur de la terre vierge, en tout cas éviter la bétonisation au maximum. Et cette approche-là consciente, surtout dans des pays asiatiques ou ailleurs, c'est difficile, c'est exigeant, mais on pense que c'est nécessaire de le faire. Et c'est quoi les gros défis de cette industrie? Parce que je crois que si on met quelques chiffres dans la balance, il y avait 850 millions de voyageurs en 2022. En 2030, ce sera 1,8 milliard. Donc, c'est une des industries qui va connaître la croissance la plus fulgurante. Comment on fait pour pour absorber cette croissance tout en essayant de réduire justement sa consommation et en gardant une expérience client-guest la meilleure qui soit? 95% des gens qui voyagent vont dans 5% des mêmes endroits sur Terre. Donc déjà, une des premières choses, c'est participer à équilibrer les flux sur les territoires.
repenser aussi les politiques publiques. Est-ce qu'on a besoin de tous aller au même moment, au même endroit ? Travailler aussi avec les influenceurs qui développent beaucoup quand même certains attachements et un développement exponentiel de certains endroits. Donc déjà, travailler main dans la main avec les autorités locales, avec les autorités publiques pour se dire comment est-ce qu'on répartit les flux, ne serait-ce que à l'échelle d'un même territoire. Ensuite aussi, évidemment, accélérer, participer à l'accélération du changement culturel sur les façons de voyager. Si je disais qu'on ne pouvait pas empêcher décemment, parce que c'est moralement insoutenable de dire aux Asiatiques, par exemple, qu'ils n'ont pas le droit de voyager comme nous, on l'avons fait, je pense que nous, on peut et on doit continuer à explorer des façons de voyager qui soient différentes. J'en ai parlé. Le train, repasser sur un temps qui soit beaucoup plus long. Et puis, enfin aussi, et ça, c'est une des difficultés de l'industrie hôtelière, c'est que c'est une industrie qui est extrêmement fragmentée. Il y a quand même beaucoup plus de milliers de tout petits hôtels indépendants que de grandes entreprises de l'hôtellerie. Et donc, la question, c'est comment faire en sorte qu'ils puissent arriver à travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Je pense, par exemple, rien que pour citer un exemple, on sait très bien que les mangroves ont un rôle majeur à jouer pour éviter des tsunamis, des inondations et résister aux événements climatiques extrêmes. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, et pour ne rien vous cacher, on y travaille, que dans certains endroits, l'ensemble des acteurs hôteliers travaillent main dans la main pour préserver ces mangroves et par exemple en échange avoir un peu moins un premium sur leur assurance qui soit un peu plus bas. Et donc c'est ce type de mécanisme-là qu'il faut inventer parce qu'il faut que vraiment le secteur se dise que les écosystèmes naturels sont offrent des services aux bienfaits indescriptibles à l'industrie. Et donc l'industrie hôtelière doit et peut devenir le premier défenseur de la nature, défenseur de l'environnement, parce qu'encore une fois, je répète, ce qu'on vend, nous, c'est une vue, c'est la nature. Est-ce que tu as d'autres chiffres ou un fait marquant sur l'industrie de l'hôtellerie ou du voyage plus globalement qui t'a marqué récemment ? Oh, il y en a énormément. Moi, un qui m'a marqué, c'est qu'il y a plus d'un emploi sur 10 dans le monde qui est dépendant du tourisme et du voyage. Un emploi sur 10 dans le monde, c'est absolument colossal. Donc ça, pour moi, c'est un chiffre qui est marquant et qui montre que vraiment le secteur doit s'emparer plus que jamais de cette mission sociale. Elle est primordiale. Elle est primordiale parce qu'on sait qu'en plus de ça, après le Covid, beaucoup de gens sont retombés dans la pauvreté. On l'a très bien vu avec l'inflation, avec ces questions-là. Et donc, c'est un facteur d'égalité des chances, de stabilisation des sociétés qui est absolument, absolument crucial. Ça, c'est un des chiffres, par exemple, je pense qui est important à avoir en tête. Ensuite, il y en a énormément. Il y a un autre chiffre, par exemple, qui concerne plus spécifiquement Accor, mais on sert 150 millions de repas par an. 150 millions de repas, c'est absolument colossal. Ça veut dire qu'on est une entreprise agricole. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en réalité, on est profondément dépendant de l'agriculture, puisque c'est là qu'est produit l'alimentation. Et donc, on sait très bien, les sols et préserver les sols permet de capter énormément de carbone. Et donc, on a aussi tout un travail qui est très engagé sur l'alimentation. Et par exemple, on va lancer un travail sur le cacao, sur le café, sur la viande, parce que c'est là qu'on pense qu'on a aussi un impact majeur. Et donc, quand on pense hôtellerie, certes, il y a les nuitées, mais il y a aussi beaucoup les repas. Tout à fait. Paul, est-ce que tu as une dernière petite question ? Non, je m'en mets toujours pas du 10% des emplois sont liés de près ou de loin à ce secteur. C'est majeur. Ouais. Non, c'est bon pour moi. Moi, j'ai une dernière question. Tu as été amené à beaucoup voyager. Quel est le lieu qui t'a le plus surpris par sa beauté, par son exotisme ? J'ai le droit d'en donner 2 ? Bien sûr. Il y a le premier qui est quelque part le plus facile mais qui me surprend à chaque fois, c'est là où j'ai grandi, en Provence. Et puis le deuxième, c'est... Oh non, j'ai envie d'en dire 3. Allez, 3, soyons fous. Faisons le top 3. Le top 3. Je dirais que le deuxième, c'est Orcha, au Madhya Pradesh, en Inde. Et le quatrième, c'est Bagan, en Birmanie. Celui-là, je le valide. Extraordinaire, on est d'accord. D'accord. Voilà, on a une chance inouïe d'avoir vu ça, donc on ne peut pas empêcher d'autres de voyager.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Brune, pour ton temps. Merci, Brune. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et on invite les auditeurs à partager ce podcast autour d'eux. Et on vous dit à très vite. Et à imaginer la vue. À très vite. Merci. Merci.